Vous êtes maintenant branché sur le cloud. Avec SE Cloud Expert et Google. Bonjour et bienvenue au 6e épisode du micro-podcast branché sur le cloud de SE Cloud Expert. Aujourd'hui, on continue dans la dernière thématique de notre dernier épisode qui était la sécurité, mais aujourd'hui, on va parler de la sécurité en lien avec Google Cloud. Donc, plusieurs nous connaissent déjà, mais pour les nouveaux qui seraient à l'écoute, SE Cloud Expert, on est une entreprise spécialisée dans les solutions Google Cloud et Google Workspace. On est le plus grand partenaire bilingue de Google en Amérique du Nord et ça fait plus de 15 ans qu'on entretient cette relation de partenariat-là. Donc, aujourd'hui, pour aborder le sujet, on est accompagné de deux experts en la matière. Donc, Stacy Veronneau, qui est notre directeur des services professionnels et de l'ingénierie des ventes, et d'un Googler, Yann Belrose, qui est spécialiste de la sécurité chez Google Montréal. Donc, bienvenue à vous deux. Merci de participer à notre 6e épisode. Je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Stacy, tu es déjà venue sur le podcast? Ben oui, épisode 2. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Mais j'aimerais quand même ça vous entendre sur votre parcours, puis surtout pourquoi la sécurité, c'est vraiment une portion cruciale dans l'industrie, puis dans votre rôle respectif. OK. Ben oui, je pense que je te laisserai plus de place. Je suis déjà passé. Parfait. Mais oui, donc, c'est ça, dans le fond, j'ai un parcours plutôt typique, là, IT, là, donc opération, bâtir, data center, tout le reste, et puis opérer tout le reste. Donc, côté sécurité vient directement avec quand on opère quoi que ce soit dans un centre de données. Là, donc, ça venait avec, je veux dire, ça vient avec la job. Donc, tu n'as comme pas le choix. Là, tu t'adaptes et puis c'est plus en mode classique qu'en mode cloud. Mais après ça, il y a eu la transition aussi vers le cloud et vers Google Cloud depuis presque 8 ans maintenant. Donc, à travers toutes ces années-là, de 15 ans plus d'opérations et la transition là, maintenant là, avec le côté plus pré-vente-vente, mais avec un focus sécurité. Et parce que ce qui est très important, c'est que la sécurité, souvent, c'est une discussion qui arrivait après. Ça, beaucoup trop. Et puis là, l'idée, c'est justement qu'avec l'expérience d'opération et le reste, de dire non, mais c'est la sécurité, il faut que ça arrive, il faut que ça se fasse, c'est by design, c'est au début. C'est pas juste au début, c'est tout le long. Parce que combien de fois on voit des entreprises ou des projets disent, bon, OK, on est prêt, puis là, la sécurité ne savait pas qu'on allait faire ça, puis là, tout arrête. Donc, c'est le genre d'éléments qu'on ramène justement à la table avec notre expérience, puis de dire, bon, comment on fait pour que tout le monde comprenne que ça doit faire partie de la discussion du début jusqu'à la fin. C'est pas juste un one-shot, là, c'est tout le temps là. Donc, c'est un beau parcours. Ben oui. Beau résumé. Puis moi, de mon côté, en fait, j'ai débuté en 2004, peut-être, autour de ça, au niveau de la sécurité. En fait, j'ai commencé en IT, un peu parcours similaire, parcours standard, fini l'école, commence à travailler. J'étais dans le domaine de l'entertainment, en fait, dans le jeu vidéo. Okay. Puis vraiment, administrateur standard, comme tout le monde commence. Puis, ils ont décidé de débuter un département de sécurité. Puis la directrice à l'époque m'a approché, me disant je pense que tu as le casting pour le travail, mais j'avais aucune expérience. Donc, j'aimerais ça, j'ai de l'intérêt, mais c'était pas planifié. Elle m'a tout appris. Elle m'a envoyé à faire plusieurs formations, mais elle m'a vraiment coaché. Donc, fait ça plusieurs années. Après, je suis resté dans le domaine de l'entertainment. Je suis parti au Cirque du Soleil. Puis c'est là que j'ai eu la chance de faire de l'analyse, de l'architecture, jusqu'à avoir un rôle d'officier de sécurité. Donc, vraiment, des opérations jusqu'à planification stratégique. Donc, j'ai eu la chance d'aller toujours dans ce domaine-là. Puis, bon, comme plein de personnes, après ça, j'ai fait un petit peu de freelance jusqu'à ce que je reçoive l'appel de Google. Oh. Donc, un beau dimanche après-midi, un appel. On aimerait ça te parler. Ça finit bien une fin de semaine. Mais... C'est ça, exact. Ça chamboule un peu le début de la semaine. Là. Ah, clairement, oui. Puis après ça, tranquillement chez Google, là, j'ai fait ma place au niveau de la sécurité. Tranquillement, au début, c'était je suis responsable de Montréal, je suis responsable du Québec, de l'Est du Canada. Puis maintenant, c'est moi le spécialiste de l'équipe Cloud pour l'ensemble du Canada. OK. Wow. Super beau parcours. Tu as travaillé dans plusieurs industries variées. C'est très le fun. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sans plus attendre, on en a parlé la dernière fois dans notre dernier épisode en lien avec la sécurité sur Google Workspace. On le voit, c'est vraiment des enjeux qui sont présents, récurrents et même grandissants dans tout type d'industrie. Mais là, maintenant, en lien avec Google Cloud, vous diriez que ce serait quoi les plus grands enjeux en ce moment auxquels les entreprises devraient garder en tête puis faire face sous peu ou présentement?
Bien, le plus gros problème, statistiquement, ce qu'on voit, là, puis ce Mhm. que je vois chez la majorité des clients, c'est tout ce qu'on appelle les misconfigurations, les erreurs de configuration OK. à l'intérieur du cloud. Ce qu'on vivait avant sur site, il y avait un impact, mais on avait quand même vraiment un périmètre qui nous protégeait. Donc, si on faisait des OK. erreurs à l'intérieur, notre périmètre nous protégeait. Là, sur le cloud, l'erreur est beaucoup plus exposée, est plus facilement exploitable. Donc, c'est vraiment ça qui est un des gros problèmes parce que les choses bougent extrêmement vite aussi. Si on fait juste regarder si on était sur site, on commande du VMware, il faut attendre 16 semaines que le matériel arrive, il faut le planifier, le monter. Le classique d'installation de matériel, là, dans le cloud, si j'ai besoin de la même puissance de calcul, je la mets à on. J'ai la puissance de calcul, je fais mon calcul, je referme ça, je vais prendre mon café, puis là, je peux aller déjeuner. Donc, le temps est vraiment plus court, la rapidité va changer, donc ça l'ouvre des portes rapidement. Ça les referme rapidement, mais c'est vraiment le principal, là, l'erreur misconfiguration. À garder en tête. Là. Ouais. Oui. Dans le fond, je pourrais faire un lien avec probablement même ce que peut-être Danny avait couvert dans le podcast d'avant. On en a parlé un peu tantôt. De dire aussi que dans le misconfiguration, tu avais mentionné le volet, on parle de onboarding. Mais de offboarding aussi, c'est que genre, je rentre une charge de travail où j'ai, je sais pas, des nouveaux employés qui font partie d'un groupe qui ont accès à mes ressources. Mais quand ils partent, ces personnes-là ou ces charges de travail-là, y a-tu quelqu'un qui fait le ménage en arrière? Souvent, la réponse, c'est non. Donc, ça demeure un enjeu qui était... exactement. Ouais. Donc, tu as un employé qui n'est plus là, mais que les accès sont encore là, peut-être. Donc, c'est des choses qui se relient à Workspace aussi pour les accès, par exemple, mais qui sont toujours là dans le misconfiguration. Ça transpose très bien là, à dire « Ah, ben oui, mais elle ne travaille plus chez nous depuis 6 ans ou elle a été promue, elle est rendue directrice principale, mais elle a encore accès au serveur en production. Pourquoi? » C'est pas nécessaire. Vraiment pas. Les gens sont généralement bons sur le onboarding. Le offboarding, le crossboarding. C'est moins vu comme étant prioritaire là, pour les organisations, puis c'est à garder en tête. OK. Mais là, on fait un petit lien justement avec les outils, mais y a-t-il justement des outils que les entreprises peuvent se doter qui pourraient les aider à contrer ces enjeux-là que vous avez mentionnés? Ben moi, j'ai mon favori de tous les temps. De tous les temps, tu le sais. Je pense que c'est lequel. Je pense que c'est lequel parce que j'en parle tout le temps. C'est juste de ça que je parle. Pour Google Cloud, vraiment, Security Command Center. OK. Security Command Center, c'est le filet de sécurité à avoir pour toute personne, toute grosseur d'organisation, qu'on soit la plus grosse organisation au monde ou toute seule chez soi. Même de façon personnelle, j'utilise Security Command Center parce que je veux m'assurer justement que les mauvaises configurations que j'ai faites, je suis dans mon lab, j'essaie des choses, je joue avec ça. Une brassée de lavage, tu lâches ça, ça va, donc tu as oublié qu'est-ce que tu fais, tu reviens. Télétravail. Oui, j'ai oublié ce que je faisais, mais ça va générer une alerte, ça va te dire justement que tu as un port qui est ouvert, tu as une configuration qui n'est pas standard, qui est à risque, qui te met à risque. Là, tu peux aller le corriger. Donc, c'est vraiment très, très, très utile pour toute grosseur d'entreprise. OK. C'est vraiment... Puis bon, même dans le volet, on disait offboarding. C'est la même chose si tu as je pense, on va dire des service accounts qui ont été créés, mais qui n'ont pas été utilisés depuis X. Ça va être mentionné. Ou hyper permissive, genre, je sais pas, on a juste besoin de regarder un fichier, ce service account-là. On se rend compte, la personne, je pense qu'on en parlait tantôt, mais de dire que, je sais pas moi, le service account a des droits hyper, tu sais, genre, org admin, genre, le service account aurait le droit de créer ce qu'il veut dans l'environnement. Security Command Center va être capable de te mentionner, ça, là, tu as juste besoin de cet élément-là, mais tu lui as donné, genre, les clés de la maison complète. Fait que ça évite certaines tâches manuelles de révision, de revue qu'une personne, avant que ça existe, par exemple, devait le faire. Là, il y a comme un système qui nous permet de le faire automatiquement. Puis... C'est ça. Soit les gens le faisaient sur une cédule ou il y avait un genre de scanner, puis il scannait les éléments, mais il le faisait quoi, une fois par mois, une fois par année, ou 6 mois. C'était vraiment une période, on regarde là. Tandis que là, la beauté de la chose, c'est que c'est en temps réel. Donc, on fait quelque chose, on a une alerte si c'est mal fait, on est capable de garder finalement notre configuration, notre posture de sécurité dans le cloud toujours c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut parce que ça bouge tellement vite qu'on veut s'assurer de garder ça standard. OK, parfait. Puis là, on a abordé les enjeux, les outils. Là, j'imagine qu'il y a des bonnes pratiques que les organisations doivent mettre en place justement pour maintenir tout ça. J'imagine qu'il y a aussi des étapes à suivre. Là, je fais un petit lien avec nos derniers événements. Là. J'imagine qu'on va faire un lien avec ça, mais... oui, tout à fait. Donc, ça, on a... puis avec ce qu'on a fait récemment, là, à Québec, à Montréal, tout ça, de dire, même si on parlait de l'IA comme charge de travail,
mais la base d'avoir une fondation C'est la même chose, qui suit les bonnes pratiques de sécurité, là, le Security Framework là, de Google. Oui. Dire que, bon, ben, j'ai justement des accès, là, on dit, du moins de privilège, ou least privilege, justement pour dire, bon, ben, je reviens à mon service account de tantôt, là, justement, de donner les droits qui sont seulement nécessaires. Donner des droits, pas à une personne, mais à un groupe. Mm-hmm. Même si c'est un consultant qui vient chez toi, tu crées un groupe consultant, puis tu gères ce qu'il y a pour l'accès des consultants. Si la journée, il y en a un deuxième, tu le rajoutes dans le groupe, ils ont des droits similaires. Parce que par personne, après ça devient un cauchemar là, de gérer. Ah non, mais là, il faut rajouter telle personne. Non, on rajoute des gens dans des groupes. Les groupes ont les droits, on arrête là. Il ne faut pas se rendre jusqu'à l'individu parce que ça devient un cauchemar. Ouais. Une start-up à 5 personnes, on va dire OK, ouais, mais la start-up peut du jour au lendemain devenir cette licorne magique qui est finalement. Et voilà, boum. Et donc là, le cauchemar démarre. Ouais. Donc, ça, faire le fil de toutes les mini-configurations que tu as faites. Puis... Tous ces éléments-là qu'on a parlé dans la fondation, justement, là, le truc, le déploiement, c'est vraiment de prendre le bon cadre, dans le fond, là, de sécurité qui va avec la fondation, puis de suivre, justement, là, c'est d'y aller vraiment avec ce qu'on a de besoin, puis d'essayer de ne pas penser à la personne, mais de penser au groupe ou à la fonction. Mm-hmm. Et cette fonction-là a des droits. Département ou autre. Là. Exactement. Ouais. Parce qu'effectivement, les cadres, les frameworks sont disponibles, finalement. On peut les accéder gratuitement sur le web, sont disponibles, accessibles publiquement. On les télécharge, on ajuste un peu ce qu'on veut, puis on démarre notre fondation avec ça. Donc, on n'est pas obligé réinventer la roue. Ouais. Il y a plein d'entreprises qui l'ont déjà fait. C'est disponible en open source, donc tout le monde peut aller les récupérer puis démarrer de cet élément-là. Puis quand on regarde un peu la configuration qu'à l'intérieur de ça, on se rend compte que c'est des étapes qu'on a même déjà mentionnées. Ça commence avec l'utilisateur. Donc, vraiment, la création d'utilisation. L'utilisateur, comment est-ce qu'on va créer, puis qu'on va lui donner ses droits. Après ça, on va commencer à regarder la portion réseautique, comment l'interconnexion entre les différents systèmes vont fonctionner, puis après ça, on va commencer à bâtir par-dessus ça. Donc, le framework va vraiment nous aider à s'en aller dans cette direction-là, puis va nous amener le plus proche possible. Puis c'est à ce moment-là que c'est hyper important d'avoir Security Command Center, d'activer. Okay. Parce que lui, il va s'assurer justement qu'on ne parte pas à gauche, à droite. Je le vois souvent, malheureusement, on dit on va le prendre, mais plus tard. Mais plus tard, ça veut dire énormément d'erreurs qui sont là depuis des semaines, des mois, quand on aurait pu le faire à la création, comme ça on sait exactement. On évite, puis sinon, ça nécessite plus de ressources pour venir corriger les erreurs qui ont peut-être été introduites. Là. Ça revient à ce que tu disais au début. Souvent, la sécurité, on la pousse le plus loin possible. On va le faire après, mais il faut le rapporter le plus à gauche. C'est ce qu'on appelle en anglais le shifting left. Donc, la tasse à gauche le plus possible la discussion de sécurité. Puis plus tôt on l'a, moins cher elle est, plus facile d'implémentation elle est, puis il y a moins d'impact aussi. Oui, c'est sûr que si on l'a, une fois qu'il y a eu une cyberattaque, il n'y a rien qui est impossible. On peut venir corriger tout ça, mais ça va coûter pas mal plus cher aux entreprises. C'est comme quand tu achètes un antivol une fois que tu t'es fait voler. Ça prend tes erreurs, mais... Oui, mais il est trop tard. C'est ça. Oui, je comprends. Puis ben là, on a parlé justement un peu des erreurs courantes, mais j'imagine que dans votre carrière, vous en avez vu plusieurs. Vous diriez que c'est quoi les erreurs les plus courantes que vous avez vues en entreprise qui sont évidemment à éviter? Oui. Ben, on parlait de... on dit de la sécurité là, après, puis on en parlait tantôt là, de l'autre côté. Puis je vais pas parler de le tien, je vais prendre le mien comme ça on en aura chacun un. Mais c'est ça, c'est que on mentionnait souvent, les gens, la fondation est en place, tout est là et tout ça. Certains clients qui disent, la recommandation, on dit, activez ce qu'on appelle les audit logs, là, les logs d'audit, ça trace qui a fait quoi, quand. Tu as vraiment... genre, tu veux faire CSI, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Tu veux rentrer dans tes logs, c'est à ça que ça sert. Je trouve que ça génère beaucoup de logs qui génèrent du stockage, qui génèrent un coût. Donc là, on revient au côté monétaire et de dire, c'est parce que ça coûte cher, fait qu'on les a mis à off. OK. Là, il arrive ce qui arrive parfois, on ne le souhaite pas, mais bon. Donc, il arrive de quoi? Il y a une faille ou quoi que ce soit. Donc là, OK, mais pour se faire dédommager, il faut prouver exactement ce qui s'est passé. Je vais aller voir mes logs. Ils sont où vos audit logs? On les a mis à off.
Ben, c'est ça. Donc, là, à peu près, là, maintenant, OK, on n'a pas les traces de ce qui s'est passé parce que le côté monétaire devient un impact qui influence quelque chose qu'on devrait garder. Oui, effectivement, des traces de ce qui s'est passé sur l'environnement, c'est crucial. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on voit souvent, de dire, ouais, mais c'est parce que ça coûte cher. Ben oui. Une assurance, on la paye à toi et moi, puis Mané disait, ouais, ça coûte cher, mais quand t'en as besoin, c'est le fun pareil. C'est un peu. Non, je vois beaucoup trop. Je le vois beaucoup trop, celle-là. Puis tantôt, on a parlé aussi des droits d'accès qui sont souvent beaucoup trop grands, qui sont donnés, parce que les gens essaient d'appliquer le principe du moindre privilège. En papier, tout le monde est bon. En réalité, un peu moins. Donc, j'ai vu un cas à un moment donné, un groupe ont créé un chatbot qui était là pour aider finalement les clients dans différentes tâches. C'est comme on voit maintenant dans plusieurs sites web, on peut lui poser des questions, il nous répond. Sauf que ce chatbot-là avait des accès privilégiés sur la plateforme. Donc, c'était possible de lui demander « Crée-moi une VM, crée-moi un compte ». Crée-moi ci, crée-moi ça. Donc, il était vraiment en mesure de créer des éléments à l'intérieur de la structure. Okay. Donc, très facile après ça pour quelqu'un qui est mal intentionné d'utiliser ces ressources-là pour attaquer l'organisation. Donc, eux ne vérifiaient pas nécessairement les hauts privilèges qui avaient été donnés. Donc, on passait à côté de cet élément-là. On l'a capté assez rapidement parce qu'à un moment donné, disant regarde ce que je peux faire, mais pourquoi tu veux faire ça? La question s'est posée assez vite. Donc, ça a été retiré, mais quand même, c'est des erreurs qui peuvent se glisser assez facilement puis rapidement. Le surprivilège des comptes, c'est là que ça fait mal. C'est vu souvent. Partout. Ouais. La majorité des cas, en exemple, par exemple, j'ai une instance de démonstration de Security Command Center. Puis la majorité des fois, quand je clique sur un élément pour démontrer quelque chose, ou même un client, je dirais 8 fois sur 10, c'est un compte qui a trop de privilèges ou un service account que la clé n'a pas eu de rotation sur la clé dans les derniers 90 jours. Donc, ce genre de truc-là, c'est extrêmement fréquent. Ouais. Ou même juste Security Command Center activé. C'est des fois d'arriver, là, les trucs qu'on voit souvent, dire bon, est-ce que vous avez activé Security Command Center? Des fois, on dit de quoi tu parles? Okay. Ils l'ont, mais ils l'ont juste pas activé. Là, il est carrément pas activé. Ah non, là, tu fais activer, puis il y a une version gratuite. Tu as une version PSGO, tu as une version Enterprise. Donc, il y a une version gratuite. Tu as au moins le minimum. Tu as 30% à peu près en visibilité. Mais c'est déjà un 30% qui est bon à savoir. Donc, mais c'est quelque chose que vous pouvez activer gratuitement. Ça te donne une idée de ta posture de sécurité. Ça nous donne les éléments de base. Ça donne les éléments de base, mais c'est gratuit. Mais souvent, c'est quelque chose qui est pas là. Pas connu non plus. Fait que d'où l'importance de renforcer ce message-là. C'est ça. Quand on parle de la fondation, par exemple, que ce soit exécuté par un partenaire ou même quelqu'un qui le fait lui-même, un des éléments, ça va être de regarder, bon, est-ce que ce truc-là est activé? Ça fait partie des éléments qui, malheureusement, il y a un truc facile qui va te dire s'il y a quoi qui va pas, mais tu le laisses à off. Puis là, on parle même pas de coût, on parle juste de dire on. Non, c'est ça, c'est juste s'assurer que ça soit mis en place. Puis souvent, bon, le coût, c'est normal, c'est un frein pour plusieurs personnes, mais je dirais que la majorité des gens assis à cette table en ce moment payent pour une version avancée de cet outil-là de façon personnelle. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement des coûts exorbitants. Moi, je suis comme... Parce que c'est vraiment pas des coûts exorbitants, puis ça nous donne une extrêmement grande visibilité. Ça nous donne beaucoup d'observabilité sur ce qui se passe dans l'environnement. Mais après ça, en grande entreprise, c'est là que l'information est vraiment, vraiment importante. Okay. Je reviens toujours avec ça parce que pour moi, c'est vraiment la clé, la base. Oui, mais ça aide toute entreprise, je pense. Puis, mais tu sais, on sait qu'il y a plusieurs organisations qui héritent souvent d'environnements existants. Est-ce que vous auriez comme un mot ou des conseils à donner à ce type d'entreprise-là qui sont dans ce contexte-là? C'est sûr que quelqu'un qui hérite d'un environnement... Par ça dépend de... Je peux dire que ça dépend de l'environnement, là, dans le sens de l'emplacement de l'environnement, je devrais dire. C'est plus vrai, là. Dire quelqu'un qui est... Je sais pas, moi, j'hérite d'un data center physique. Ça peut être... Disons que c'est un peu difficile. On dirait, tu suivre les câbles, essayer de trouver de quoi, là. C'est qu'est-ce qui fait quoi? J'ai un data center, c'est physique, donc... ou un bureau physique, il faut suivre les câbles, ça c'est compliqué. Les gens peuvent s'installer des petits routeurs Wi-Fi à côté, c'est plus compliqué. Mais quand on arrive dans le cloud, c'est des configurations. Donc, il faut prendre le temps
de regarder nos configurations et de les comprendre. Qu'est-ce qui se passe? À essayer. Puis moi, ce que j'aime, c'est pas nécessairement quelque chose qui est natif dans les plateformes, mais j'aime beaucoup faire du mapping visuel, s'assurer de comprendre que ce lien-là, cet élément-là est connecté après cet élément-là, est connecté après cet élément-là pour avoir une représentation visuelle de ce qui se passe, mais prendre le temps de lire notre configuration cloud, comprendre qui peut accéder quoi, de où. Ça, c'est vraiment la base. Faire une première reconnaissance des lieux. Là. Ouais. Trop souvent, les gens ils le prennent, puis on le fera après. Encore là, c'est la même affaire, la même chose, la sécurité. Au début, on fait une reconnaissance des lieux, puis après ça, on va être capable d'avoir une meilleure connaissance et compréhension. Plutôt que de débugger au fur et à mesure, il y a un problème qui arrive. Ah, mais c'est à cause de ça. Ah, mais je vais découvrir de quoi j'ai hérité. Donc, c'est sûr que là, au niveau cloud, ben, toujours pareil, là, on parle de Security Command Center, mais si on hérite de quelque chose qui n'est pas sur Google Cloud, ben, il y a des outils équivalents, que ce soit sur la plateforme ou carrément d'autres parties là, qui existent. Certaines qui ont essayé qui ont failli être acquises par Google, mais que... Ah, ça, on va pas là. On va pas là. On va pas là, hein? Dommage. Mais bon, c'est ça, il y a des outils justement qui nous permettent d'avoir ces informations-là au moins. Puis même des outils, justement, tu parlais justement d'avoir le visuel. Mais il y a des outils qui se connectent à nos clouds publics qui sont capables de, à partir des éléments déployés, de créer le visuel pour nous. Okay. Fait que ça, c'est aussi c'est quelque chose aussi là, intéressant. Je ne fais pas de name dropping, là, Airport, là. Mais donc, c'est des outils qui sont disponibles. Donc, à ce niveau-là, ça me permet d'avoir le visuel, mais en fonction de juste de me connecter. OK, maintenant, je vois ce qui se passe. Donc, ça me donne une bonne idée. C'est la meilleure chose, d'avoir l'état des lieux, là, puis les outils qui vont nous dire la posture. Une chose que Google a beaucoup améliorée dans les derniers temps, c'est sa gamme d'outils de sécurité. Pas juste Security Command Center, mais les autres outils sont de plus en plus multi-cloud. Donc, on est capable de les utiliser à l'extérieur du cloud comme encore Security Command Center, la version avancée, la version entreprise. On est capable de le connecter sur un autre cloud pour récupérer l'information puis arriver encore à avoir une lecture, même si c'est pas Google. On est capable d'avoir le même genre de lecture. Fait qu'une entreprise qui serait multi-cloud, ça serait un atout d'avoir ce type d'outil-là. Exactement, parce que c'est un outil unifié qui va être capable de lire tous nos clouds. Donc, c'est vraiment, on le voit beaucoup dans les produits Google de sécurité en ce moment, s'assurer que le multi-cloud est toujours couvert ou même sur site. Il y a certains outils qui vont même être en mesure de protéger des éléments sur site. Donc, c'est à prendre en considération. C'est très bien, c'est très bon à savoir. Puis là, on a abordé les enjeux, les outils, les meilleures pratiques, les erreurs, mais là, j'imagine qu'il y a aussi des tendances à venir. Là, pour ne pas nommer que l'intelligence artificielle, là, pas que. Je sais qu'il y a d'autres tendances, mais j'imagine que c'en est une majeure. Ça va être quoi les impacts sur la sécurité? Qu'est-ce qui s'en vient? Vas-y. Okay. Les deux, en même temps. Vas-y. Oui. Dans le fond, je vais refaire... on l'aime, Security Command Center, donc on va en parler encore. Mais c'est ça, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, si on prend un outil comme Security Command Center, par exemple, il y a l'IA qui est dans l'outil pour m'aider à comprendre ce que je vois. Donc, par exemple, le Security Command Center, on va me dire, il y a un truc qui s'appelle Attack Path Simulation. Donc, ça me dit, j'ai une ressource et voici comment je pourrais, à travers, mettons, je sais pas, moi, j'ai réussi à avoir accès au service account, de me rendre à ta ressource puis de voler de l'information, par exemple. Ça fait comme un pen test, là. Ça le simule. Mais c'est OK, c'est bien beau ça, mais après ça, il faut que je me retourne puis que j'aille voir, par exemple, tu sais, je vais au C-level, là, puis là, je vais parler de ça qu'il y a un problème. Ben, le service account, là, ça ne parle pas trop. Ouais. Là, tu peux demander, par exemple, dans Security Command Center, de dire, peux-tu me faire un beau petit sommaire que tout le monde peut comprendre, que je peux après ça aller voir. Donc, c'est un petit niveau d'AI qui se rajoute pour justement niveler la conversation plus vers le bas, pour être sûr qu'après ça, on peut tout comprendre c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème, c'est quoi les impacts. Si j'arrive avec un beau diagramme de voici comment il attaque la ressource, il y a personne qui, à part l'équipe de sécurité, bon. Mais ça, c'est un des éléments, c'est qu'on parle d'outils, d'ajout dans certains outils qui existent. C'est une tendance qu'on voit partout, d'être capable de démocratiser un peu la sécurité à travers l'IA. Ça rend ça plus digeste, un peu. C'est plus facile. Tu as parlé déjà plus haut dans l'organisation qu'il faut leur faire un sommaire de ce qui est arrivé. Mais moi, je trouve que c'est excellent aussi pour quelqu'un qui débute dans le domaine. Tu débutes dans le domaine, tu n'as pas nécessairement d'expérience, mais il y a une entreprise qui te donne une chance.
Mais là, au lieu de toujours déranger ton collègue qui est plus expérimenté que toi pour t'expliquer puis apprendre, bien là, l'intelligence artificielle va être en mesure de te donner la même sommaire. Mais là, toi, tu vas être capable de faire des liens parce que tu as les mains dans la console. Donc là, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vas avoir une explication, ça va t'aider. Donc moi, je le vois vraiment sur les deux niveaux. Ça va aider plus haut à comprendre le problème, mais quand tu débutes aussi, avoir une explication. Ça level up. Oui, ben, ça level up. Tout le monde aime faire du YARA-L. Oui, c'est ça, parce qu'il y a certaines choses, là, on parlait de sommarisation, on prend de l'information, puis on fait un sommaire, on l'explique. Mais un autre cas d'utilisation d'intelligence artificielle en sécurité, c'est vraiment pour générer, bien, pas juste en sécurité, mais générer des choses, générer du texte, générer des images, générer, l'IA générative. Mais du côté de sécurité, ce qui est bien intéressant, c'est générer des règles, générer des queries. Puis il y a des langages, des fois, qui sont plus compliqués que d'autres. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait du YARA ou du YARA-L, c'est pas nécessairement la chose la plus fun à faire tout le temps. Ça peut être vite compliqué, on peut vite s'accrocher. Tandis que quand on utilise l'intelligence artificielle, bien, elle va nous donner déjà une base de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, si je lui dis, bien, crée-moi une alerte pour tous les documents confidentiels que Stacy a touchés cette semaine. C'est pas Kevin. Ah non, mais c'est ça, c'est toi aujourd'hui. Donc, on va avoir une règle qui va se créer. Après ça, ben, je peux faire les modifications mineures que je veux à l'intérieur, mais j'ai un 90-95% des règles qui sont créées. Comme ça va beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Je n'ai pas besoin d'être un senior non plus sur la plateforme ou dans cet outil-là pour être capable de le faire. Donc, ça démocratise l'utilisation beaucoup. Ça permet d'apprendre un petit peu plus rapidement, oui. Puis de faire sauver du temps à l'organisation. Puis... Exactement. Donc, vraiment une grosse portion de code qui est faite. Donc, au lieu de passer une couple de jours à générer ça, ben peut-être qu'une heure après avoir joué un petit peu avec, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, vraiment, quand on parlait au début de la rapidité que les choses vont, ça va des deux côtés. C'est la rapidité d'avoir du matériel, des erreurs, des attaques. Il faut que du côté de la défense, on soit capable d'aller plus vite aussi. Oui, c'est ça, de faire rapidement. Ouais. Donc, ça nous donne une belle visibilité. Puis en même temps, ben, tantôt, on parlait de cadre, pour utiliser le bon terme. Justement, au niveau de la sécurité en soi, mais aussi de la sécurité des charges de travail, comment déployer ces charges de travail. Parce qu'on en a parlé quand on a fait notre ADEFest il n'y a pas si longtemps. De dire justement, il y a le Safe AI, justement le SAIF, là, Safe de Google, justement, qui est justement le framework ou le cadre, justement, pour dire, bon, mais si vous avez une charge de travail de type intelligence artificielle, voici comment la sécuriser. Donc ça fait partie. On a des outils qui vont nous aider à faire de la détection et tout le reste, mais après ça, quand on déploie quelque chose sur cet environnement qu'on a finalement bâti correctement, une fondation et tout le reste, on va dire, mais aussi comment j'applique les meilleures pratiques pour déployer on peut être super sécure sur Google Cloud, mais après ça, on amène une charge de travail qui ne l'est pas. Donc là, ça defeats the purpose en français. Là. On fait une brèche, puis un mouvement latéral, puis c'est fait. Là. C'est ça. Donc, c'est justement ces cadres-là, comme Safe ou Salsa, là, SLSA aussi, ces deux-là ensemble, là, ça fait en sorte justement de dire, bon, ben oui, peu importe la charge de travail qu'on va amener dans notre cloud, qui est maintenant sécurisé, sur lequel on a une visibilité grâce à Security Command Center, ben, au moins on s'assure que les charges de travail, elles, vont suivre un cadre spécifique qui vont faire en sorte que, justement, on n'aura pas des alertes inutiles dans Security Command Center, parce que, justement, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter si on avait pris le temps de suivre le framework, le cadre correctement. Ce qui est intéressant, quand on regarde le cadre, souvent on va dire « Oh, ça va être lourd, ça va être compliqué ». Quand on regarde, on se rend compte que c'est des choses qu'on dit depuis 20 ans. Ouais. On sécurise les accès, on vérifie A, on vérifie B. C'est exactement les mêmes étapes qu'on fait pour du développement applicatif. Parce que quand on regarde le développement de l'intelligence artificielle, c'est le même, on regarde le flow, c'est exactement la même chose qu'une application. Donc, on a des données, on a des librairies qu'on utilise, on va coder notre application, on va la compiler, on va la mettre dans un répertoire, après ça, on va la déployer pour pouvoir la consommer. C'est exactement les mêmes choses quand on fait de l'intelligence artificielle. C'est les mêmes étapes. Les noms changent, il y a quelques techniques qui changent. Puis même au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de choses qui sont, tu sais, je dis tout le temps « old is new ». Mais c'est ça, tu sais, dans des applications, des injections SQL. Puis maintenant, ben, avec l'AI, on va dire c'est du prompt injection. Donc, la logique est assez similaire. On va envoyer quelque chose à l'intérieur qui va être compris pas de la manière qui est supposée, puis nous retourner une réponse qu'on n'est pas supposé d'avoir ou donner un accès qu'on n'est pas supposé d'avoir. Donc, c'est vraiment le flow est le même. Puis quand on regarde le framework, on se rend compte que ah ben oui. Puis tout fait du sens parce qu'il n'y a rien vraiment de compliqué. Il n'y a
c'est les noms qui vont changer, mais pas beaucoup plus que ça. Il faut juste prendre le temps de le regarder. En plus, tu as Model Armor maintenant dans Security Command Center aussi qui va être là. Donc, tu peux aussi protéger tes modèles IA avec un petit peu de... Model Armor est vraiment, vraiment le fun. Ça, il y a plusieurs clients qui commencent à l'utiliser. C'est en accès privé en ce moment. Mais en fait, c'est un bout applicatif finalement qu'on va déployer entre l'application et le modèle. Donc, quand on va envoyer, par exemple, une demande, on va chatter avec notre modèle d'intelligence artificielle. Bien, cette couche-là va analyser la question. Est-ce que ça répond aux mots politiques d'entreprise? Est-ce que, oui, je veux ça? Y a-t-il du langage haineux? Est-ce qu'il y a des données sensibles? On peut vraiment décider, est-ce qu'on envoie la requête pour vrai au modèle d'intelligence artificielle ou pas? Tout est beau, on l'envoie. L'intelligence artificielle nous renvoie quelque chose qui n'est pas supposé, par exemple, beaucoup trop de données, des données sensibles, peu importe. On fait la même chose à l'inverse. Donc, on va analyser la réponse avant de l'envoyer au client. Donc, c'est vraiment une couche de protection, un peu comme un pare-feu frais, mais là, pour l'intelligence artificielle. Exact. Ben, super intéressant. Puis là, tu l'as mentionné rapidement, là, le DevFest, mais on va faire une petite plug. Là. Je sais que vous étiez les deux présents au dernier DevFest en novembre dernier de la communauté GDG Montréal. Mais là, justement, vu que Stacy, tu es un des ambassadeurs, est-ce qu'il y a des événements l'année prochaine qui on va profiter sont à garder en tête? Oui, c'est ça. C'est que justement, avec Yann, en gros, justement pour GDG Cloud Montréal, donc là, je vais dire le chapitre Cloud du grand parapluie Google Developer Group. Là. On planifie justement pour le début de l'année 2025 de se faire un... Là, c'est notre site en anglais parce que la présentation va être en anglais. Là. Mais dans le fond, c'était justement de AI, the good, the bad, the ugly, puis how to mitigate risk. Donc, ça ferait comme le bon, la brute et le truand et comment mitiger les risques. Ça fait weird un peu. Mais bon, mais ça ressemblerait à ça. Mais c'est quelque chose qui s'en vient janvier. Justement, en janvier, là, c'est quelque chose qu'on va faire comme une suite à notre présentation de la Fest, là, où est-ce qu'on tirait un peu large. Donc là, on veut se recentrer un peu plus, là, puis justement, peut-être parler de certains éléments comme Model Armor et tout ça, puis de voir comment, comment ça se déploie, puis ça ressemble à quoi dans le vrai monde. On est allé plus large, puis on va rapetisser un peu le focus. Je suis sûre que ça va être super intéressant. On encourage tout le monde à s'inscrire puis à venir en grand nombre. On va faire l'annonce là. Officielle, pour la date. Exactement. Bon. Merci à vous deux. C'était un grand plaisir de vous avoir. Puis nous, on se revoit dans un prochain épisode. Merci tout le monde.